mon avis, le voyage pour aller dans ces affaires-là. Quelqu'un pourrait travailler pour avoir quelqu'un qui conseille. Non, franchement, voyager sur la planète et être là pour donner des cours de yoga dans la chambre d'hôtel, faire pas de étudiants, franchement, mange ça. Alors nous allons reprendre ce colloque Futures of Love avec cette deuxième conversation. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, enfin pour celles et ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, en raison notamment des problèmes de métro, on nous a averti du chaos qui nous précède. Bienvenue au magasin Généraux, bienvenue pour ce colloque. Et nous allons enchaîner tout de suite avec une deuxième conversation, Virtual Love, la dématérialisation des relations amoureuses et charnel. Donc je vous laisse juste 10 secondes pour que tout le monde reprenne place. Je rappelle que vous avez la librairie avec notre partenaire La Malle aux Histoires juste derrière nous, avec les livres de certains intervenants et également le livre Futures of Love qui est en vente au prix de 12 €. Vous avez également un endroit pour prendre à boire et à manger, et vous avez l'exposition qui est derrière vous, qui est ouverte jusqu'à 21 h, l'entrée est gratuite, et les toilettes qui se trouvent par ici à ma gauche. Eh bien, c'est parti, nous reprenons. Il y avait une question, plus particulièrement sur les toilettes? De les indiquer? Merci. Du coup, nous accueillons pour cette deuxième conversation Marie-Lou Poncin. Bonjour Marie-Lou. Et nous sommes d'autant plus ravis de t'accueillir que nous t'accueillons déjà depuis le 21 juin, car une de tes œuvres est présentée dans l'exposition Futures of Love, une œuvre qui met en scène des cam girls et qui nous font rentrer dans leurs univers, on y reviendra. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Nous accueillons ensuite Morgane Hortin, qui est éditrice, chroniqueuse, auteure de Amour solitaire, dont le tome 2 sort le 30 octobre. Voilà, et le tome 1 qui est encore et toujours en librairie, et qui est fondatrice du compte Instagram du même nom, donc Amour solitaire, qui compile finalement tous les mots amoureux et le romantisme à l'ère du digital, à l'ère du 2.0. Du coup, voilà, avec le livre et Instagram, ça vous permet de voir que le romantisme n'a pas disparu, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et nous accueillons enfin Yann Min, qui est artiste multimédia, cyber explorateur, qui va également, enfin chacun de ses intervenants va ensuite se présenter et qui va nous expliquer davantage sa pratique. Donc Marie-Lou, est-ce que tu peux commencer en prenant le micro et te présenter brièvement qui tu es, ton parcours et ce que tu fais? Mick, c'est bon. Voilà. C'est parti. Bonjour à tous déjà, merci d'être venus. Comme on en a parlé, moi j'expose une pièce qui s'appelle Welcome to my room dans l'exposition, qui parle de Cam Girl. C'est une invitation dans leur chambre, une fiction. Je vous laisse découvrir le film directement dans l'exposition. Et sinon, moi j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon, ensuite je suis allée aux Arts Déco de Paris. Je suis passée par la Roosevelt Academy et depuis quelques années, je continue mon travail d'artiste. Je travaille principalement avec la photo, la vidéo, même si je commence à travailler aussi en volume, sous forme d'installation. J'ai fait, il y a quelques années, un documentaire sur le twerk qui s'appelait Cosmic Ass, qui a été un peu le début pour moi de ce travail vidéo sur le corps. C'est un travail que j'avais fait en collaboration avec Fanny Sosa. Ensuite, j'ai aussi expérimenté pas mal la photographie érotique. J'ai fait une pièce en VR vidéo qui s'appelle Let Out the Inner Beach avec 6 avatars
6 de mes avatars qui s'appelaient Marie-Lou, qui tournaient comme ça autour de celui qui portait le casque. C'était une chanson de Britney Spears un peu délavée. C'était assez rigolo. Et ensuite, j'en suis venue à faire ce film sur les camgirls. Maintenant, je travaille sur une installation sur les Love Dolls. Et j'espère que tu restes avec nous pour cet après-midi, car on aura voilà, à 18h. J'ai hâte de la rencontrer. Avec Robotic Love, et surtout, évidemment, cette question des Love Dolls sera au cœur de la discussion. Totalement, j'ai hâte. Morgane, si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr, c'est très fort. Merci à tous d'être venus. Alors moi, je m'appelle Morgane Hortin et j'ai toujours été dans le milieu littéraire. Avant de faire ce que je faisais, je travaillais dans une maison d'édition qui s'appelle Des Lettres et qui est spécialisée dans le genre épistolaire patrimonial. Et en février 2017, je suis tombée très amoureuse et on s'envoyait des très beaux messages. J'avais peur de les oublier parce que c'était pas comme à l'époque du papier, quand je recevais des lettres d'amour que je pouvais ranger dans la boîte aux choses importantes de ma vie. Alors je faisais des captures d'écran, mais elles finissaient complètement noyées dans le flot de ma pellicule photo. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre un lieu dématérialisé où je pourrais stocker ma mémoire amoureuse pour ne pas l'oublier. Et j'ai pensé à Instagram parce que c'est le royaume de l'image et que ça m'intéressait de travestir la plateforme en y publiant que des mots, exclusivement des mots. Et c'est comme ça qu'est né Amour Solitaire de manière très spontanée et très impulsive, qui était à la base un lieu de stockage de ma mémoire amoureuse. Et très rapidement, sans que je n'y prépare, les gens ont commencé à m'envoyer leurs propres messages d'amour, ce qui me paraissait très surprenant parce que je n'imaginais pas une seule seconde que des personnes qui ne me connaissaient pas oseraient me confier leur intimité amoureuse pour qu'elle soit dévoilée. Et aujourd'hui, ça donne Amour Solitaire, qui est un projet de contribution des plus beaux messages d'amour français. Aujourd'hui, je reçois 800 à 900 messages par jour, c'est énorme et c'est en train de devenir ce que je disais pour rire au début, mais qui ne l'est plus tant que ça, les archives nationales de l'amour. Et voilà, donc ça c'est la base d'Amour Solitaire, et autour il y a plein de projets qui gravitent. Il y a un livre que j'ai écrit à la manière d'un cadavre exquis, où j'ai essayé de faire répondre les messages que j'ai reçus les uns avec les autres, qui n'avaient rien à voir, pour reconstituer une histoire d'amour dans laquelle il y a 278 contributeurs qui se répondent sans le savoir. Et voilà, il y a plein de choses autour d'Amour Solitaire, mais je vous invite à aller voir, ce sera plus simple. Il y a une newsletter notamment, et puis on peut, du coup, sur le site Amour Solitaire, déposer ses propres messages d'amour. Oui, envoyez-moi vos messages d'amour, vos sextos, vos messages de rupture, tout, je prends tout. Et ensuite, nous accueillons Yann-Min. Yann-Min, avant de te présenter, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle de tes oreilles? Non, c'est pas possible. Non, je déconne. Moi, alors, les oreilles. Les oreilles. C'est un cadeau de ma chérie qui est là-bas, qui est morte de rire, et mon épouse, parce qu'on s'est mariés, on est jeunes mariés, on s'est mariés il y a 2-3 ans. Voilà, parce qu'elle m'a retrouvé sur Facebook, mais je la drague depuis 40 ans. Non, c'est pas ça le sujet. Excuse-moi. Et comment vous êtes rencontrés d'ailleurs? Non, mais attends, les oreilles d'abord. D'abord les oreilles, et ensuite comment vous êtes rencontrés? Alors, les oreilles, c'est un jouet japonais que m'a offert ma chérie, qui s'appelle des nekomimi, oreilles de chat en japonais. Et en fait, il y a une base américaine qui est une interface neurale directe, qui est héritée d'un autre dispositif qui s'appelle le Neurosky Mindwave, que j'ai utilisé lors d'une performance avec le groupe d'art vidéo numérique qui s'appelle Cyberesthésie et la demeure du chaos. Et vous avez devant vous le premier mec de l'histoire qui arrive à faire avoir un orgasme à une femme sur scène par la pensée. Oui, j'adore dire ça, c'est très frime, etc. Alors évidemment, quelqu'un m'a dit, non mais arrête tes conneries, George Michael fait ça tous les soirs, sans problème, sur ça. Pas que par la pensée. En fait, voilà. Voilà, il est mort. Mais alors, en fait, c'est le Neurosky Mindwave est une interface neurale directe qui est développée par les Américains, qui mesure l'activité cérébrale avec une seule électrode, donc c'est très sommaire. Et c'est les Japonais qui ont greffé les petites oreilles. Donc en gros, ça mesure une seule chose, c'est la fréquence. C'est Sylvain Huet, un des créateurs du Deuxième Monde, qui a rencontré le créateur de ça, qui m'a expliqué le principe. C'est qu'en fait, les neurones émettent une fréquence de 3 Hz, très très basse, une basse fréquence en permanence. Et lorsque je rentre en état de méditation, je fais varier cette fréquence de 3 Hz
et les oreilles détectent ça. Et elles ne sont censées détecter que cela. Alors de façon totalement étrange et mystérieuse, on s'est rendu compte qu'elle semblait détecter d'autres choses et a réagi bizarrement à des pensées extrêmement élaborées. Mais ça, normalement, officiellement, scientifiquement, c'est totalement faux. Et je précise juste un truc avant de continuer. Donc, tout ce que je vous dirai ici n'a absolument rien de scientifique. Hein. Je suis un artiste, donc je vous parle en tant qu'artiste. Et ça, c'est fait. Et maintenant, comment vous êtes rencontrés? Alors, comment on s'est rencontrés? Alors, il faut savoir, donc, je vais en profiter pour essayer de me présenter rapidement. Bien sûr. Parce que sinon, ça va être un roman, et en général, je prends 4 fois 3 heures pour raconter tout ça, donc je vais essayer d'aller vite. Et on a 45 minutes. Voilà, on n'a que 45 minutes. Donc, je suis un cyberpunk, je suis un des premiers cyberpunk français. Qu'est-ce que c'est un cyberpunk? C'est littéralement un voyou cybernétique, un punk cybernétique. Et en fait, il y a 40 ans, Linda tenait le premier bar, a ouvert le premier bar punk musical à Lorient. Donc j'étais complètement amoureux de Linda, qui était une femme guerrière, qui correspondait à l'archétype de la femme guerrière, derrière son bar. Et la femme guerrière fait fantasmer tous les petits mâles comme moi. Hein. Vous verrez, dans tout l'imaginaire collectif contemporain, dans les mangas, etc., on voit une femme guerrière tout le temps, hein, qui est là, comme Battle Angel, comment s'appelle Gun, par exemple, qui est un bon exemple, ou Ripley. Alors, il faut savoir, en fait, que la femme guerrière, c'est une projection masculine. C'est pas du tout une projection féminine, c'est-à-dire c'est la femme que l'adolescent mâle voudrait être lorsqu'il découvre le pouvoir des femmes, alors qu'avant, il s'occupait juste... les femmes ne l'intéressaient que si elles jouaient au foot avec lui ou s'habillaient comme lui. Et là, tout d'un coup, il découvre qu'elle a des attributs qui sont forts. Et donc, vous verrez, dans notre imaginaire collectif contemporain, la femme guerrière est omniprésente et Linda incarnait pour moi la femme guerrière, donc je n'osais pas l'aborder, je n'osais pas l'approcher, cet alter ego qui me ressemblait à ce que j'aurais bien voulu être. On en a parlé tout à l'heure. Et en fait, on s'est perdu, on s'est vaguement croisés. Il n'y a pas très longtemps, via les réseaux sociaux, Linda m'a recontacté et m'a dit « Oh Yann, comment tu vas, etc. » Puis je dis « Oh, bah, je vais bien, je suis content d'avoir de tes nouvelles. » Et là, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je te le résume, parce que sinon après je vais prendre 3 jours à raconter toutes nos aventures. Et en particulier, une des raisons pour laquelle c'était très sympa, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont vus sur Cyberlove, hein, l'émission qu'il y a eu où on raconte nos échanges aussi via Second Life. Hein, on est très actifs. Moi j'ai été ultra actif sur Second Life et c'est des choses dont je pourrais éventuellement parler. Voilà. On va sûrement en parler. Donc, tu as effectivement cette carte de cyber-explorateur, d'explorateur justement des univers, on va dire, non réels, des univers virtuels. Et du coup, ton expertise de ces univers vont forcément nous aider vu le thème d'aujourd'hui. Et on va attaquer tout de suite en abordant un premier sujet. Peut-on aujourd'hui vraiment parler de dématérialisation des relations amoureuses et sexuelles? Quels en sont les outils et les vecteurs? Qu'en sera-t-il demain? Et je vais d'abord donner la parole à Morgane pour justement aborder plus spécifiquement comment le texte a changé aujourd'hui. Tu parlais de la lettre d'amour, aujourd'hui c'est plus le texto, le chat, et finalement comment cela a amené une certaine dématérialisation ou pas des relations amoureuses, ce passage du texte vers un univers qui est celui de la virtualité. Alors déjà, c'est hyper intéressant parce que pour avoir étudié pendant des années les lettres d'amour de grands auteurs, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça avec les textos, les SMS, les mails, les chats. Et d'ailleurs, le projet d'Amour solitaire de base, c'était de contrer un peu tout ce qu'on lisait dans les médias, la presse, qui disait que la lettre était morte, qu'on ne savait plus écrire, que le texte était mort, qu'on ne communiquait plus que par l'image. Or, c'est faux, on ne s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Discussions instantanées, réseaux sociaux, mails, applications de rencontres, SMS. Et surtout, on écrit bien. Et en fait, en me penchant sur la correspondance 2.0, je note que une des seules vraies différences par rapport au fait de s'écrire des lettres, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que quand on écrivait une lettre, on devait tout mettre dedans parce qu'on ne pouvait pas se corriger, on pouvait rajouter vite fait un PS avant d'aller au bureau de poste, mais on savait que la lettre mettrait des jours à arriver. Si on devait se corriger, on devait en renvoyer une autre. Donc le volume n'était pas vraiment le même. Et surtout, ce qui change, c'est le rapport au fantasme. C'est-à-dire qu'au temps du papier, il y avait plus de fantasmes parce que l'autre était véritablement absent quand on lui écrivait. Aujourd'hui, on est toujours disponible, en ligne, connecté pour l'autre. Ce qui est compliqué parce que ça peut donner, je digresse, mais des phénomènes comme le ghosting où l'autre est connecté, disponible et qu'il ne répond pas.
Et finalement, voilà, ce qui change vraiment aujourd'hui, à l'heure de la correspondance 2.0, pour moi, c'est le rapport au fantasme, parce qu'on n'est jamais dans une absence totale pour la personne qu'on aime. On est toujours plus ou moins là de façon virtuelle. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on s'écrit énormément, beaucoup, et que pour moi, et de ce que j'en vois dans la correspondance de près de 500 000 personnes maintenant, ce qui commence à faire beaucoup, donc j'ai vraiment une position de visiteuse dans les intimités des autres, c'est que l'image n'a pas du tout remplacé le mot est bien présent, et surtout il est vecteur de relations humaines, amoureuses, érotiques, très 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 fortes. Et pour moi, la dématérialisation, ça porte peut-être mal son nom, parce que pour moi, le fait qu'on puisse écrire de manière 2.0 comme ça renforce l'humanité très très fort, et ça renforce le lien humain. Et donc c'est peut-être une dématérialisation d'un point de vue technique, mais en tout cas, pour moi, ça renforce le lien de manière très très forte. Et c'est très intéressant ce que tu dis justement sur le fait que le corps de l'autre est plus présent aujourd'hui qu'auparavant au temps de la lettre d'amour. Du coup, finalement, quelque part, la dématérialisation n'est pas si grande que ça. Et peut-être qu'elle l'était plus auparavant, quand on était plus éloigné de l'être aimé et que le corps était complètement imperceptible. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression aujourd'hui. C'est-à-dire que le phénomène des réseaux sociaux fait que notre corps est toujours là, notre photo est toujours là, notre profil est toujours là. Au temps de la lettre, quand on était complètement coupé, il n'y avait rien de tout ça. Quand l'autre n'était pas là, il n'était vraiment pas là. Et quand on lui écrivait, c'était un rapport différent. Peut-être qu'on romançait plus, par exemple, parce qu'on est seul. Aujourd'hui, on n'est jamais vraiment seul. Et même quand on aime quelqu'un qui nous aime plus, il n'est jamais vraiment plus là. Ce qui est hyper compliqué pour rompre, par exemple. Merci. Après le texte, l'image, Marie-Lou. Du coup, il y a maintenant des vecteurs qui permettent, du coup les technologies ont avancé, le gaming existe, la vidéo en direct, le streaming sont des nouveaux vecteurs justement de la sexualité, de l'amour. Il y a évidemment ton travail dans l'exposition et on va rentrer un peu plus dans le sujet, mais il y a également une autre œuvre, un ensemble de dessins de Camille Enrault sur la pratique du Skype sex, du coup qui permet d'avoir des relations sexuelles à distance, mais avec le médium de l'image. Du coup, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a apporté, le fait que ces nouveaux médiums de relations puissent exister aujourd'hui? Alors déjà, le gaming, c'est quand même quelque chose de très particulier. Parce que quand on parle d'outils, nouvelles technologies, il y a plein de choses qui existent, du type sextoy connecté, site de rencontre. Voilà, en fait, c'est des degrés de rencontre et de matérialisation du corps qui sont différents. Pour les camgirls, il y a vraiment ce rapport à l'écran qui est déjà assez basique. Par exemple, parce que dans le film Welcome to My Room, c'est en fait donc 2 chambres avec 2 filles, et dans l'une de ces vidéos-là, la camgirl joue en fait un espèce de show au spectateur, et c'était vraiment une volonté pour moi dans le film de rejouer ce dispositif client, écran, fille. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se joue dans la projection du fantasme, en fait, dans le fait que le client, donc homme, femme, groupe, peu importe, je l'appelle le client de manière un peu générique, se projette sur un écran, et donc une personne qui n'est pas vraiment là, et qui joue de ça, en fait. Donc finalement, le danger de ça, c'est de tomber amoureux ou d'avoir une relation affective avec quelqu'un qui n'existe pas vraiment, en fait. Parce que où est la preuve de l'existence de cette personne? Et dans l'une des vidéos, c'est ça que j'ai voulu remettre en question, en faisant finalement disparaître la camgirl petit à petit, et en laissant le spectateur seul face à ses désirs et une chambre vide. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de relations affectives, sexuelles, avec des pixels, en fait, avec un écran. Bien sûr, il y a quelqu'un de l'autre côté, mais dans le futur, ce sera peut-être des camgirls hologrammes ou pas de vraies personnes. Voilà, donc je pense que... Et c'est également le cas, j'imagine, du côté de toi, Morgane, c'est-à-dire qu'un jour,
Ça se trouve, c'est déjà le cas, tu recevras des messages sur ta plateforme qui ne sont pas des messages écrits par de véritables personnes. Comment tu réagis au fait qu'un jour tu pourrais recevoir des messages de ce type qui sont générés par des machines, par des robots, qui sont le fruit de chatbots? Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà? Même si ça m'était arrivé, je suis trop naïve pour l'avoir vu, je pense. Ça sera bien limité du coup. Ouais, si ça m'est arrivé, c'était très très bien limité et on devrait vraiment s'inquiéter. Mais ça m'inquiète pas trop, moi, ça. Ça m'inquiète pas trop. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'inquiète pas. Parce que je pense et je sens qu'on a un besoin de revenir à de l'humain très fort aujourd'hui. Donc ça restera périphérique. C'est ce dont parlait Laurent lors de la conversation de tout à l'heure, des deux chemins possibles, un chemin vers plus de dématérialité, vers plus de technologie, ou un chemin de revenir vers plus d'humain, et finalement tu es plutôt du côté du deuxième chemin plutôt que du premier. Totalement. Yann, maintenant on va, après justement les mots, l'image, cette fois-ci les univers virtuels, l'univers du jeu vidéo, du MMORPG, qu'est-ce que ça change dans notre manière d'envisager les relations amoureuses aujourd'hui? Qu'est-ce que ça offre notamment comme possibilité? Alors, je vais plutôt parler donc à la fois en tant qu'artiste et aussi en témoignage personnel, puisque j'ai été extrêmement loin dans un des plus puissants outils actuels qui existent. C'est-à-dire que toutes les prospectives qu'on fait là ne sont pas des prospectives, elles existent déjà depuis plus de 10 ans, depuis 2003, ça s'appelle Second Life, où nous avons des relations. Alors ce que peu de gens savent, alors Second Life existe toujours, il y a encore plus de monde actuellement sur Second Life, et souvent peu de gens le savent, en fait, je m'en suis rendu compte, c'est que c'est le plus gros outil de cybersexualité existant sur la planète. C'est-à-dire que 50% des utilisateurs de Second Life font du cybersexe, donc ont des relations sexuelles dématérialisées à travers Internet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est un des trucs les plus étranges qui m'est arrivé, c'est-à-dire que c'est une amie qui me dit un jour, qui possède dans le jeu vidéo, qui me dit il faut absolument que tu ailles sur Second Life. Je vais sur Second Life, je trouve ça nul, les graphismes sont moches, il faut payer partout. À la limite, d'ailleurs, j'ai une réaction très masculine, je l'engueule de m'embarquer sur un truc aussi nul. Et c'est une autre amie artiste, plasticienne, qui me dit mais attends, est-ce que tu as vu les donjons sadomaso sur Second Life? Alors, je dis quoi, donjons sadomaso? Parce que je suis aussi un grand explorateur, indépendamment de mes œuvres en art plastique, du milieu BDSM, des sexualités alternatives, du polyamour, etc. Et pour moi, le BDSM, je ne peux pas imaginer le BDSM sans une relation directe au corps. C'est-à-dire le corps est très important dans la relation, la sensualité, la sexualité BDSM. Et là, je ne comprends pas, et elle me dit, bah, attends, connecte-toi et je vais te faire visiter les donjons. Hein, pour ceux qui ne savent pas, les donjons, c'est des lieux dédiés au sadomasochisme dans Second Life. Alors déjà, rien que le concept de dire, je vais te faire visiter les donjons, il y a un petit bug mental qui se produit à ce moment-là. C'est comment je vais visiter des donjons. Et là, elle me fait visiter les donjons, et il y en a une multitude. Il faut savoir qu'en altitude très très haut, caché, la majorité des gens se construisent des lieux dédiés au cybersexe. Et là, ça va faire bing dans ma tête, et je ne vais pas décrocher pendant 4 ans. Je vais plonger dans Second Life. J'ai des amis ici présents, d'ailleurs, qui ont participé à toutes nos orgies collectives dans Second Life, et je découvre qu'il est possible d'avoir des relations sexuelles dématérialisées extrêmement fortes à travers un réseau numérique. Pourquoi? Alors, je vais très vite vous expliquer le pourquoi de la chose. C'est qu'en fait, alors moi, les Real Dolls, comme je te l'ai dit, ou les Love Dolls, etc., avec intelligence artificielle, je suis très sceptique. Franchement, très très sceptique dessus, parce qu'au bout d'un moment, d'abord, elles sont très cons. En général, elles manquent pas mal d'intelligence, justement. Or, notre cerveau a une aptitude à très très vite essayer de détecter tout ce qui est faux, tout ce qui peut être faux, parce que ça, c'est ce qui nous permet, d'un point de vue cybernétique, d'assurer notre survie. Donc on a une capacité de discrimination des trompe-l'œil extrêmement puissante. D'autre part, plus les love dolls vont être sophistiqués, plus on va tomber dans la haine cannibale. C'est-à-dire plus un organisme artificiel commence à ressembler à l'humain, plus il nous paraît monstrueux. Donc les love dolls ne fonctionneront vraiment bien que lorsqu'elles seront passées de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elles seront passées du côté d'un truc totalement mystique actuellement, métaphysique, et absolument pas rationnel ni vérifié, qui sont les intelligences artificielles générales. Donc qui vont nous dépasser en termes d'intelligence. Et à ce moment-là, lorsqu'elles en seront là, de
baiser avec ou pas sera le dernier cadet de nos soucis, parce qu'on sera face à des espèces de demi-dieux, tu vois. Donc je mets ça de côté et je... D'où l'intérêt d'avoir toujours, pour toi, l'humain derrière. Alors voilà, et donc ce que je constate, et qui est très très important, qui est d'une puissance extraordinaire dans les relations dématérialisées, c'est que derrière les avatars, il y a l'entité la plus complexe qu'on connaît de l'univers, qui sont les humains. T'as un humain. Et alors le subconscient, donc le phénomène que j'ai analysé, j'ai compris ce qui se passe, hein, et après il y a des spéculations sur si ce ne sont pas les neurones miroirs qui agissent là-dessus, c'est que le subconscient, tant que vous êtes en relation avec des machines, et tu disais tout à l'heure que le corps est en train de revenir, hein, le corps est là. Mais c'est ça, c'est le corps qui est le plus important. Le corps, c'est le subconscient. Le subconscient, il est directement relié à tout ça. Et donc, tant que tu es en relation avec des machines, ton subconscient est là, mais pas vraiment là. Tu vois, il ne s'implique pas vraiment. Dès que le subconscient sait que tu es en relation avec un humain derrière, mais alors là, ça démultiplie totalement l'implication émotionnelle, sensuelle et affective. À tel point que dans ce monde-là, c'est connu, on a eu des relations amoureuses très très fortes, des gens qui se sont rencontrés, des gens qui se sont séparés, des gens qui se sont mariés, hein, et qui ont très vite mis en place des procédures pour se rencontrer dans le rêve, mais c'est pas grave. On peut aussi avoir, alors donc, 3 types de relations, je vous l'évoque aussi parce que j'ai analysé, soit après, très vite les gens veulent se rencontrer, hein, c'est-à-dire ça amène le corps, il faut que le corps revienne dans la boucle de commande, on se rencontre, alors cas régulier, ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un avec qui ça ne fonctionnera pas et la relation s'arrêtera. La relation amoureuse dans le monde virtuel et dans le monde réel s'arrêtera là. Soit ça marche, et là on a plein de cas de gens qui se sont mariés ou qui sont restés extrêmement longtemps ensemble après la rencontre physique, et le plus étrange, que j'adore, c'est qu'on se rencontre et c'est le néant absolu. Il y a la vacuité la plus totale. On n'a en fait rien à se dire, hein, comme dans les sketchs de films. Bon, salut, au revoir, j'étais content de te voir. Et puis on se retrouve à nouveau via Avatar dans le monde virtuel, et là, ça marche à nouveau. C'est-à-dire le truc extraordinaire, et ça c'est une grande partie de mon discours, il y a un nouveau type de relation qui apparaît, qui ne remplace pas toutes les relations sexuelles amoureuses qu'on pouvait avoir, mais qui viennent s'ajouter à tout notre répertoire émotionnel, sensuel et affectif, et on se retrouve à nous, à avoir des relations amoureuses entre avatars, alors qu'en réalité, on est à 10 années-lumière les uns des autres. Voilà. Il y a le premier épisode de la 3e saison de Black Mirror qui est complètement consacré à cela. Tu as raison, j'ai eu 3 orgasmes en le voyant, parce que c'est exactement, en fait, il n'y a rien de... C'est pas du tout une fiction, ce qu'ils sont en train de raconter, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on a vécu, ce que beaucoup de gens qui ont pratiqué les avatars depuis des années ont réellement vécu avec Second Life. Donc cet épisode-là n'est pas de la science-fiction. J'en dis juste un mot pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sans spoiler bien évidemment. Donc c'est 2 hommes qui utilisent un jeu vidéo de combat initialement. Ils incarnent respectivement un homme et une femme. Ils détournent finalement le jeu de l'intention primaire pour avoir des relations sexuelles. Et dans la vraie vie, quand ils essaient de voir si ça fonctionne, ça ne marche pas du tout. Mais par contre, dès qu'ils se retrouvent dans le jeu avec leurs avatars, ils ne peuvent s'empêcher d'avoir des relations, et c'est la passion folle. Moi, la question, après le pourquoi, j'aimerais bien savoir le comment, parce que je pense que tout le monde n'est pas ici adepte de la cybersexualité sur Second Life. Comment ça se passe? Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure. C'est juste déjà un truc important, c'est une anecdote, c'est avant Second Life, j'ai eu des relations sexuelles dématérialisées via Minitel. Minitel est un peu un précurseur, et le téléphone, en termes de cybersexe, un des plus puissants outils de relations sexuelles dématérialisées, c'est le téléphone, c'est le réseau. Je vais zapper vite juste pour une anecdote très intéressante, c'est que j'avais, grâce au Minitel et aux relations sexuelles, j'avais réussi à infiltrer le milieu BDSM parisien, dont en particulier Maîtresse Françoise, qui tenait un des premiers donjons de dominatrices à Paris. Et je lui montrais les films, elle m'avait autorisé à filmer dans le donjon, et donc je lui montrais les rushs. Lorsqu'on a sonné à la porte à minuit, dans son appartement, et là arrivent 3 personnes extraordinaires, un grand réalisateur américain avec 2 de ses copines, c'est la jet set totale, qui venait visiter Maîtresse Françoise comme on visite la Tour Eiffel. Et une chose qui m'a marqué, c'est que la première chose qu'a fait ce réalisateur, que je ne nommerai pas, c'est qu'il est allé directement au Minitel. À l'époque, l'Internet n'était pas encore populaire. Il arrive droit vers Minitel et il dit à ses copines « You know, you don't write, you don't fuck ». Alors voilà, c'est comment? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que si vous n'aviez pas une habileté
à écrire, à raconter, à attacher l'autre à travers votre narration littéraire à l'époque, vous ne pouviez pas matérialiser plus tard cette relation-là, ce qui rebondit à ce que tu dis. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Second Life, le problème de Second Life actuellement, mais ça va se résoudre dans les années à venir, c'est que l'interface est extrêmement complexe. C'est un logiciel, c'est en fait un logiciel de 3D, c'est un logiciel, c'est le Photoshop du cyberespace, moi j'aurais tendance à dire, et donc c'est un logiciel très complexe. Donc il faut déjà maîtriser le logiciel, maîtriser son avatar, maîtriser les émoticônes. Juste une anecdote comme ça, par exemple quand vous prenez votre avatar pour la première fois dans Second Life, il marche en canard. Alors, immédiatement, c'est marrant parce qu'on reprojette les processus qu'on a dans la vie réelle, c'est que immédiatement vous reconnaissez un newbie. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un marcher en canard dans Second Life, vous savez que c'est quelqu'un qui vient de débarquer. Donc on peut commencer à monter des arnaques d'enfer. Alors, dès que vous avez un peu de maturité dans Second Life, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous acheter. Quand on s'achète un costume, on va s'acheter une démarche. Hein, ça vaut $1, $2, et on va s'acheter une façon de marcher plus élégante. Alors c'est très rigolo quand vous avez un avatar féminin. Moi j'ai très vite, alors ce que la majorité des gens vont faire aussi, c'est très intéressant. Les hommes vont prendre un avatar féminin, les femmes vont prendre un avatar masculin. Et chacun d'entre nous, nous allons explorer notre animus ou notre anima. Parce qu'il y a la possibilité de garder un véritable anonymat. Et donc, mon premier avatar féminin, qui était l'héroïne de mon roman, une femme guerrière, comme elle marchait en canard, c'était pas terrible, je lui ai acheté une super démarche chaloupée de Nana Canon, comme on voit dans les films. Donc, il faut développer une expertise, pour répondre à ta question. Tu vas développer une expertise, tu vas maîtriser les émoticônes, et petit à petit, tu vas développer des relations dématérialisées avec les autres, et surtout, tu vas avoir, alors je vais juste terminer cette partie là-dessus, le truc extraordinaire que j'ai découvert, le truc fantastique que j'ai découvert, c'est qu'en fait, tu te retrouves, si tu pratiques beaucoup, à avoir une sociabilité dématérialisée. Et comment nous construisons-nous dans la réalité? À travers nos relations sociales. Or là, tu commences à avoir des relations sociales avec les autres à travers un avatar qui est par exemple une nana super canon, ou un ange. Mais un ange, c'est pas innocent. Quand je rencontre un ange dans Second Life, je me mets à lui parler comme un ange. Et alors là, je vous pose une question, on parle comment à un ange? Hein, vous savez, vous, comment on parle à un ange? C'est curieux, mais on sait comment on parle à un ange. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit l'entité qu'on va se mettre à incarner, on va choper des archétypes, des mèmes, des entités qui appartiennent à l'imaginaire collectif de l'humanité, des démons, des dragons, des guerriers, des chevaliers, des femmes, des hommes super musclés, baraqués. On va commencer à avoir des relations sociales complexes avec d'autres entités de ce type-là. Et du coup, nous développons des sociabilités étranges, exubérantes, grandiloquentes, et on va développer ce que j'appelle des individualités. Nous avons tous des individualités différentes ici. Quand vous êtes en public, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes dans l'intimité, vous n'avez pas la même personnalité. Nous passons d'une personnalité à l'autre sans s'en rendre compte. Et bien, grâce aux relations amoureuses, sociales, alors surtout les relations sexuelles, parce que là on s'implique grave dedans, nous développons de nouvelles individualités, toutes les générations, alors vous tous, là, parce que vous êtes tous jeunes, moi j'ai 62 balais, mais vous tous, sans vous en rendre compte, à travers World of Warcraft, etc., vous développez, absolument sans même vous poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, d'individualités exotiques, grandiloquentes, de guerriers ou d'autres, ou d'anges ou de démons. Mais ça nous enrichit. Donc je termine juste, ça nous enrichit. C'est-à-dire que je pense que ça nous amène vers un futur à la fois de plus grande tolérance à l'égard des autres et de plus grande flexibilité et versatilité dans notre relation au monde et aux autres. Donc moi je suis super positif sur le futur. Voilà. Et concrètement, je suis derrière mon clavier, j'ai mon écran d'ordinateur. Je me suis perdu peut-être. C'est la cyberexploration. Hein. Ouais, concrètement, mais c'est le bordel. Il n'y a pas de réponse simple à ta question. C'est-à-dire qu'évidemment, le vecteur principal, a priori, c'est l'ordinateur, ton clavier, ton écran. Là, les premiers trucs que j'ai explorés tout de suite, parce que dans Second Life, ils ont été un peu précurseurs, ils ont mis au point, par exemple, ça s'appelle la télébiblonique, donc des vibromasseurs synchronisés avec les avatars. Donc j'en ai acheté 5, $30 pièce, hein, pas cher, 30. Donc 5 que tu peux mettre un peu où tu veux. Donc il y a vraiment des implications corporelles, ce n'est pas juste... ça c'est énorme. On n'est pas simple spectateur de son écran. Exactement, à partir de ce moment-là, ton corps participe à la relation. Et c'est là que le subconscient rentre dans la boucle de commande. Donc ça c'est un autre... Alors, Philippe Lyotard parle du sexe appareillé.
Alors le problème, oui, le problème c'est ça, c'est qu'avant que ça soit opérationnel, tu passes une demi-heure à te brancher, à te connecter tous les trucs, à réparer tous les trucs qui ne marchent plus, à vérifier les codes, parce qu'évidemment il faut taper des codes pour entrer tout ça, les codes ne marchent plus. Donc au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure à t'appareiller, tu es opérationnel pour aller faire du cybersexe. Il faut espérer que tu vas rencontrer quelqu'un qui a pris le même temps à s'appareiller de l'autre côté, tu vois. Donc on ne peut pas dire que ça soit pour l'instant des procédures extrêmement populaires et faciles à faire. Dernier élément maintenant, c'est les casques. Hein, la dernière étape, les casques virtuels. Donc actuellement, toute la pornographie est en train de s'en emparer à fond la caisse parce que c'est une efficacité redoutable. Alors, pareil, je vais vous dire on va en parler tout à l'heure avec Grégory Dorcel qui va nous parler de ces technologies dans la pornographie. Voilà, sauf qu'il est donc justement je ne vais pas aborder ce sujet-là, mais ce qui est important dans son live, la différence, c'est que tu es en relation avec des partenaires et pas des professionnels. Ça change tout. Hein, ça change tout. Mais, donc, tu as le cas de réalité virtuelle qui te permet. Alors, moi, pareil, autre anecdote, j'ai un avatar féminin, donc, par défaut. Je mets le casque de réalité virtuelle dans son live, la première fois, j'en mets un, je regarde autour de moi, donc déjà, c'est magique, tu vois le monde virtuel autour de toi, et puis je baisse les yeux. Et là, je vois pas mes pieds parce qu'il y a mes seins. Il y a mes seins qui s'interposent, tu vois, avec... Et alors là, pareil, c'est bug total dans le cerveau. C'est-à-dire, je sens que le cerveau est en train de se dire, est en train de renouer avec des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus cachées. Moi, je pense qu'on est indifférencié à la naissance, hein, c'est un peu plus tard à la fécondation, dans le ventre de la mère, et que la différenciation sexuelle arrive tardivement. Donc on a au fond de nous des très très vieux, de la mémoire, une sorte de mémoire, et que donc du coup, au moment où j'ai baissé les yeux, le subconscient s'est reprogrammé. Hein, au moment où j'ai vu mes seins et que j'ai commencé à marcher, mes seins qui marchaient les pieds, ben pour le subconscient, ça a été extrêmement puissant. Dernier point sur le cas de la réalité virtuelle, pour expliquer pourquoi le corps revient dans la boucle de commande via le subconscient. Ce qui est très important dans le cas de la réalité virtuelle, c'est que vous synchronisez votre vision avec le système de l'équilibre, le système vestibulaire. Ça veut dire quoi? C'est quand vous regardez un ordinateur comme ça, puis que ça bouge dans tous les sens et que votre corps ne bouge pas, votre subconscient a énormément de recul. Pour lui, c'est pas réel. Dès que vous mettez un casque de réalité virtuelle, alors ça c'est le truc top du top qui nous donne une force, impact en tant qu'artiste, créateur, c'est que le fait que la vision soit synchronisée via le système vestibulaire, à l'équilibre, le subconscient rentre à 100% dans la boucle de commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous voyez, vous savez que c'est faux, mais le subconscient le perçoit comme vrai. C'est pour ça que les gens ont le vertige et tombent quand ils marchent dans un monde virtuel où il y a le vide. Vous savez très bien que vous n'êtes pas dans le vide, mais vous avez le vertige. Pourquoi? Parce que le subconscient est impliqué dans la relation. Donc c'est le retour du corps en ce qu'on vit actuellement. Paradoxalement, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est le retour du corps via la technologie. Via la technologie dans l'immatérialité des univers numériques. Et pour celles et ceux qui veulent justement essayer à quoi pourrait ressembler une relation sexuelle avec un casque de réalité virtuelle, je vous encourage à essayer l'expérience proposée par l'artiste Edford Niels dans l'exposition. C'est vers le début de l'exposition où vous, donc qui fait partie de ce chapitre Virtual Love de l'exposition, où vous incarnez un avatar et vous couchez avec des personnes de manière aléatoire, un homme, une femme, voilà, de plein de personnes différentes pour justement explorer toutes les potentialités éventuelles de notre société. Et je vais passer la parole à... Juste rebondir parce que juste sur ce que tu viens de dire. Pensez bien, dans cette expérience que vous allez faire, qu'il y a quand même la différence sur laquelle je disais, qui est très importante, c'est que vous n'êtes pas en relation avec une personne. Exactement. Hein. Et donc ça change tout. Hein. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est très très important d'avoir conscience que les relations sexuelles dématérialisées, il faut que ça soit avec un humain à l'autre bout de la commande pour que ça soit puissant. Sur justement ce que permet cette virtualisation des relations, Morgane, on parlait justement du fait d'incarner des rôles, d'incarner des personnes qui ne sont pas exactement ce qu'on est, par exemple physiquement ou socialement. Est-ce que justement dans les phénomènes de sexto et dans tout ce que dans ton archive nationale des écrits amoureux, est-ce que tu sens justement le fait que les personnes qui écrivent investissent comme ça des rôles, explorent des nouvelles potentialités pour eux à travers l'écrit et à travers leurs échanges amoureux? Je
pense que l'échange amoureux est le lieu même de la romance. On se romance quand on écrit, quand on se séduit, quand on fait l'amour avec des mots. C'est le lieu du fantasme, comme on disait tout à l'heure. Et le milieu du fantasme permet de romancer son quotidien, de romancer ce qu'on est, de romancer ce qu'on porte, ce qu'on est en train de faire, ce à quoi on pense. Mais moi, je ne considère pas ça comme un artifice. Je trouve que c'est un lieu de liberté, au contraire. Et qu'on a besoin d'écrire sa propre narration. Alors, je ne sais pas si c'est un rôle, parce que je pense que c'est qui on est vraiment, mais les mots nous permettent de créer l'univers dont on a besoin pour tomber amoureux. Et c'est peut-être ça la nuance, je ne sais pas trop. Mais oui, il y a beaucoup de... on romance. Les sextos, c'est hyper intéressant, parce que on a tendance à avoir peur, par exemple, des échanges sextos des adolescents aujourd'hui. On parle beaucoup des nudes, des dick pics, etc. Moi, ce que je reçois, c'est totalement l'inverse. Alors, est-ce qu'on m'envoie ça parce que je suis amour solitaire et qu'on sait qu'on doit m'envoyer un certain type de message, ou est-ce que c'est un reflet vraiment de comment on écrit aujourd'hui ses désirs? Je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, ce que j'en note, c'est qu'aujourd'hui, l'art du sexto, c'est hyper fin, c'est très poétique, c'est beaucoup dans la nuance, c'est poétique parce qu'on est beaucoup dans la métaphore, on donne des images, et on est beaucoup moins dans l'explication pratique et théorique de ce qu'on a envie de faire à l'autre avec des mots très techniques, que dans la création d'univers et de raconter une histoire qui susciterait un désir et qui ne soit pas du tout pratique. Alors, à ce niveau-là, jouons le rôle qu'on a envie de jouer tant qu'on reste sincère dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on a envie de donner à l'autre, mais utilisons les mots pour créer tous les artifices dont on a envie et faisons rêver l'autre. C'est ça, de toute façon, aussi, l'amour, c'est de se faire rêver, de faire rêver l'autre, et allons-y, c'est l'espace de liberté. C'est ça, et puis pour que ces relations virtuelles fonctionnent, marchent et deviennent intéressantes, il y a ce que tu disais, Yann, tout à l'heure, tu parlais des narrations, et que avant tout, c'est pas être bon techniquement ou être bon dans un vocabulaire très brut de décoffrage, mais c'est justement d'être imagé, d'embarquer l'autre dans des narrations. Marie-Lou, les narrations, les fantasmes, j'aimerais bien t'interroger là-dessus, mais sur une autre forme de narration qu'on peut trouver justement dans l'univers de la virtualité, qui est par contre une narration peut-être un peu moins désirable, qui est celle des stéréotypes, des fantasmes un peu des fantasmes stéréotypés, notamment autour de la femme. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur ces fantasmes, mais qui manquent peut-être un peu de création et de singularité? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre ta question. Tu voudrais parler des espèces de clichés de la féminité? Exactement, c'est-à-dire justement dans l'œuvre que tu présentes dans Welcome to My Room, on a sur la camgirl qui est dans la chambre, des stéréotypes de la camgirl, de ce qu'elle est censée faire, et comment finalement tu joues avec toi dans ton travail, justement par rapport à ces fantasmes parfois un peu préconçus. Oui, alors je pense qu'il faut que je parle déjà un peu de moi. Donc j'ai 27 ans, donc j'ai grandi au milieu de nulle part avec la télévision comme seule ouverture au monde. J'avais le câble, donc MTV, Disney Channel, enfin tous les trucs comme ça. Donc je me suis beaucoup identifiée à ces espèces de culture pop comme ça qui étaient très... qui nous semblait être la liberté absolue, hyper séduisant, des modèles comme Britney Spears, des choses comme ça, et de bimbo et de filles qui semblent libérées de leur corps, etc. Donc en fait, pour moi, c'était important de parler de ça aussi dans le film. Donc il y a notamment une des deux camgirls dans la partie du film qui s'appelle Camgirl Next Door. Rien que le titre faisant référence à la girl next door, le modèle américain, etc., de la fille d'à côté. Et pour moi, c'était intéressant en fait de jouer de ces modèles-là et d'utiliser la dérision pour les emmener ailleurs, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression j'ai été une Lolita, et un jour, je me suis rendu compte que quand on décalait légèrement ces espèces de clichés, d'archétypes,
on pouvait leur faire dire totalement autre chose et d'une manière qui peut être assez étonnante et assez drôle et du coup assez agréable et d'autant plus forte en fait. D'utiliser ces modèles et de les détourner, ça donne une force aux propos qui je trouve est intéressante. C'est un peu comme l'ange et le démon de Yan Min qui est complètement détourné lorsqu'on les emmène dans les donjons. Oui, c'est un peu ça. Jouons des clichés. Enfin, je veux dire, ils sont là. Bien sûr que quand t'as 14 ans, t'as envie d'avoir un piercing au nombril parce que c'est canon, quoi. Enfin, voilà. Maintenant, les jeunes filles auront d'autres modèles, les femmes aussi. Ils sont là. Donc, plutôt que de les réfuter, moi, j'ai préféré leur faire un câlin et leur faire des blagues. Ça semble plus agréable. Et quand on parle de virtualisation des relations, on parle souvent d'isolement, que finalement ces relations seraient amenées à nous isoler, c'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple du chat ou des mails, c'est-à-dire qu'on serait plus à l'aise à l'écrit que ensuite, quand on est en direct avec la personne. J'aimerais bien avoir ton point de vue, Morgane, sur justement, est-ce que trop d'écrits, trop d'échanges virtuels condamnent ensuite la relation avec l'autre dans le monde réel et en face à face? Alors déjà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a une grande solitude aujourd'hui. Moi, je m'en rends bien compte au travers d'Amour solitaire, c'est qu'on est connecté, mais on se sent seul quand même. Et ça rend triste. Ça rend très triste parce qu'on a l'impression... mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des demi-présences. C'est le corps qui est là sans être là, c'est être en ligne, être disponible et offert, et finalement de ne pas répondre. Donc il y a une solitude à l'heure du numérique qui est particulière et qui est un peu vicieuse, je pense. C'est comme aller sur Instagram, ça peut rendre triste parce que c'est des choses qui sont tellement fantasmées et au final qui ne sont pas le reflet de la réalité et qui ne sont pas vraiment présents. Donc je ne sais pas si je suis claire, mais il y a toujours un jeu entre la présence et l'absence à l'heure du numérique qui crée beaucoup de solitude. Et à défaut, je pense que bien utilisé, le 2.0, les réseaux sociaux, ça peut créer un lien humain très très fort. Je pense qu'il faut être dans une honnêteté et une authenticité aujourd'hui, même si on est dans la dématérialisation, etc. Et je pense que c'est les deux choses qui feront qu'on reconnectera les uns avec les autres et qu'on ne vivra pas cette ère comme une ère de solitude, mais au contraire qu'on arrivera à la transcender pour en faire une ère de lien et de cohésion humaine très très forte. Et là, je digresse, mais tout ça pour dire que oui, ça peut être un peu effrayant de beaucoup écrire à quelqu'un sans l'avoir rencontré. On a toujours peur que dans la réalité, ce ne soit pas au niveau. Je ne sais pas trop quoi dire à propos de ça. Je ne pense pas que cette peur doive nous décourager d'écrire à quelqu'un. Parce que je pense qu'on peut créer une intimité très forte avec les mots. Et qu'aujourd'hui... dans plein de cas, tomber amoureux, ça commence par tomber amoureux de la manière qu'a la personne d'écrire, quels mots elle utilise, comment est-ce qu'elle va nous raconter son présent. Et si le réel suit, tant mieux, sinon tant pis, on aura créé une belle intimité numérique. C'est-à-dire que cette relation virtuelle, une relation virtuelle, peut exister en tant que telle et se suffire. Ah oui, je pense, et je pense même qu'on peut tomber amoureux virtuellement. C'est inquiétant, mais je pense que c'est possible. Et Marie-Lou, par rapport à l'univers des cam girls, puisque le principe, c'est qu'elles travaillent face à un écran, parfois des heures durant, sans rencontrer physiquement leurs clients. Toi qui a justement infiltré ce milieu des cam girls, qu'est-ce qu'elles ressentent justement par rapport à cette thématique de la solitude éventuelle face à l'écran et le manque éventuel du corps de l'autre? Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est qu'être camgirl, c'est un travail. C'est qu'on est travailleuse du sexe. Donc, ça peut être compris comme un job comme un autre, en fait. Donc, effectivement, il y a cette partie de solitude face à un écran. Mais pour un grand nombre d'entre elles, je pense que c'est aussi synonyme de sécurité. Et le fait de pouvoir déjà être auto-entrepreneur, choisir ses horaires de travail, faire ce qu'on veut, parce que quand on est camgirl, personne ne nous mettra normalement la pression pour forcer à faire des choses. Donc ça, c'est quand même très confortable pour elle. Et
Et cette solitude, en fait, elle participe à la création du fantasme. On parlait d'individualité, de différentes personnalités tout à l'heure, et en fait, les camgirls, pour fidéliser une clientèle, se créent un personnage, créent un fantasme, vendent une image. Et donc, c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment ce truc de la vraie chambre d'une vraie fille, contrairement au porno. C'est justement pour ça que les clients viennent sur ces plateformes, parce qu'ils ont l'impression d'une authenticité, d'un rapport avec une vraie personne. Et souvent, les camgirls, en fait, ne font pas vraiment ça dans leur chambre, mais se font comme un espèce de petit studio chez elles qui ressemble à une chambre, enfin, qui en a tous les signes en tout cas. Et donc je pense que cette solitude, elle est nécessaire pour qu'elles aient une distance, pour pouvoir proposer correctement ce fantasme. Et quand on éteint, on redevient soi-même en fait. Et parfois certaines camgirls aussi vont jouer à 100% le rôle de je suis moi, et je ne me cache pas derrière aucun personnage, je n'invente rien, je suis justement. C'est un choix à faire. Mais je pense que cette solitude, elle est plutôt nécessaire et assez soulageante. Et justement, ce dont tu parles, de la construction du studio, de cet espace fictionnel, et même du caractère complètement fictionnel de la relation, qui n'est pas toujours perçu comme tel d'ailleurs par le client, c'est ce qu'on peut découvrir aussi, c'est l'une des thématiques assez fortes du film que tu présentes dans l'exposition. Oui, totalement. Après, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que entre les clients et les filles, il y a cette relation d'affection qui se crée, où en fait on gagne sa vie en étant camgirl parce qu'on a fidélisé sa clientèle, donc par son univers, mais aussi par cette affection qui se crée. Et ça, je pense que c'est réel pour le coup. Et j'ai été témoin de scènes assez ahurissantes où donc on voit la camgirl qui est en live. Et on a ces espèces de petites encarts de chat à côté où tous les gens qui visionnent la vidéo peuvent parler à la camgirl et se parler entre eux. C'est comme une discussion publique. Et j'ai vu des clients arriver et commencer à insulter la fille, à l'agresser ou avoir des gestes violents. Et d'autres clients qui la connaissaient visiblement davantage ont pris sa défense sur le chat pour leur dire, écoute, lui fais pas ça, si ça te plaît pas tu t'en vas, des choses comme ça qui étaient assez folles. Et la fille disait merci d'avoir arrêté ça. Donc voilà, il y a des choses quand même qui sont très authentiques qui se passent, même si c'est un univers de fiction et de fantasme. Et un business aussi. Et un business. Est-ce que nous avons dans l'assistance des questions pour nos trois intervenants? La première question est toujours difficile. Nous en avons une ici au premier rang. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir les micros. La question va être très courte, elle s'adresse à Yann. Est-ce que le plaisir en cybersexualité est différent du plaisir dans la réalité? Totalement, c'est une très bonne question. Alors, tu as de toute façon le plaisir de l'onanisme, donc ça c'est un plaisir qu'on connaît et qui est un plaisir réel, mais j'ai découvert d'autres, si tu veux, le cybersexe c'est des machines. En fait, la logique, la façon de raisonner par rapport à ces outils, c'est pour penser que ce sont des outils. Et qu'est-ce que c'est un outil? C'est un amplificateur, ça sert à amplifier quelque chose. Donc l'automobile amplifie la marche, les réseaux sociaux numériques sont des amplificateurs existentiels. C'est-à-dire nous nous servons des réseaux sociaux numériques pour exister dans la matrice. Et alors, lorsque tu fais du cybersexe avec ces outils-là, tu te retrouves à pratiquer une sexualité que tu ne pratiques pas dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle est donc dématérialisée. Donc avec les réseaux téléphoniques, par exemple, il y a des jeux sexuels, souvent BDSM d'ailleurs, parce que ça s'y prête bien, où tu vas téléopérer ta partenaire ou ton partenaire avec le téléphone. Tu mets en place des scènes. Alors c'est ça qui est très fort dans Second Life, c'est ce jeu de rôle, c'est-à-dire que les avatars se mettent à mimer des scènes. D'ailleurs, je fais juste une aparté par rapport à ta réponse sur c'est un amplificateur aussi de tendresse. C'est-à-dire que c'est une machine qui amplifie quelque chose, sur la sexualité, sur la tendresse. Et il y a des pose-balls où les gens dansent et s'enlacent. Il y a une quantité incroyable
de dispositifs pour amplifier les relations de tendresse. C'est assez étonnant et qui sont très populaires. Hein. Il n'y a pas que le cybersexe, je veux dire. Voilà. Alors au niveau du cybersexe, moi je vais donner un exemple très concret, extrêmement concret. Donc j'ai tous mes gadgets qui sont branchés, j'ai passé ma demi-heure à me connecter et je me retrouve à avoir des relations dématérialisées. Et j'ai quelqu'un à l'autre bout de la planète qui est en train de m'activer, c'est-à-dire de solliciter certaines parties du corps. Et là, je découvre une forme d'orgasme. C'est-à-dire l'orgasme masculin, on le connaît tous, hein, vous avez tous vu la série télé, hein, sur le plateau, etc. Donc l'orgasme masculin a son acmé, et après l'acmé, ça s'arrête. Pendant 20 minutes à peu près, pour que ça redémarre. Et là, j'ai vécu un espèce d'orgasme dilué, qui n'arrêtait pas. C'est-à-dire pendant des heures et des heures, j'étais dans un espèce de montée extatique qui se modulait et que j'ai, en fait, je crois bien n'avoir connu qu'à ce moment-là, qu'à travers ces dispositifs qui me stimulaient en permanence et cette relation qui durait. Alors après, j'ai fantasmé et je me suis dit, tiens, mais si ça se trouve, je suis en train de vivre le fameux orgasme féminin. Mais bon, ça c'est du fantasme, hein, parce que tant qu'on n'arrivera pas à rentrer dans nos têtes et comparer les orgasmes, on ne pourra pas savoir. Mais donc j'ai bien vécu quelque chose de particulier, de spécifique à cet espace-là. Donc c'est pour ça que je dis souvent, le cybersexe ne vient pas remplacer la sexualité, mais vient s'ajouter à la sexualité. Et vient rajouter de nouveaux plaisirs, de nouvelles sensations, de nouvelles relations qui n'existaient pas avant. Et l'autre métaphore analogique que je fais, c'est l'automobile. L'automobile n'a pas remplacé la marche. Au contraire, elle l'a amplifiée, c'est-à-dire qu'on va prendre l'automobile pour aller marcher près de la côte ou dans la forêt, et elle a inventé de nouveaux plaisirs, qui est celui, par exemple, que beaucoup d'entre nous avons fait, de rouler la nuit à 130 km/h sur les autoroutes en écoutant de la musique. Donc c'est le plaisir de la vitesse, le plaisir n'existait pas avant. Donc c'est en gros une sexualité augmentée, et ces amours virtuels, finalement, sont des beaux vecteurs pour permettre d'avoir nous-mêmes un amour augmenté qui n'a de frontières que notre imagination. Yann, quel est ton... Et aussi des relations de tendresse augmentées. Hein, et des relations de tendresse augmentées, car il ne faut pas oublier que l'amour est riche, complexe. Yann, quel est ton souhait pour le futur de l'amour ? Ah, mon souhait, de toute façon, c'est pas un souhait. Hein, c'est ce qui va nous arriver, ce qui nous arrive en ce moment. Hein, on se dirige, grâce à la fois à ces technologies et aussi aux échanges informationnels que nous faisons, à un changement de relation par rapport aux relations sexuelles, à la sensualité. On va vers un futur qui pose plein de problèmes d'ailleurs, hein, de plus de diversité, de flexibilité, de versatilité dans la relation à notre corps et aux autres. Hein. Moi, je dis souvent, on a effrayé nos parents en arrivant avec des piercings et des tatouages. Vos enfants vont être effrayés lorsque vos petits-enfants vont rentrer à la maison avec des vraies oreilles greffées, hein, c'est-à-dire génétiquement greffées, et des fourrures sur le corps. Il faut savoir que ça, c'est l'émergence, dans le monde réel, de communautés qui existent. Une des plus grandes communautés de Second Life, ce sont les furies et les nécos, c'est-à-dire ce sont des hybrides félins humains qui commencent à se répandre dans le réel. Vous allez en croiser de plus en plus de gens et on se dirige vers un futur où la flexibilité corporelle, la versatilité du corps va aller, grâce aux modifications génétiques, etc., à beaucoup plus de diversité d'humains et de relations humaines. Donc ça, c'est une chose. Et le dernier truc, par contre, qui moi, je vois venir énorme, qui est une dystopie, hein, mais inévitable, c'est-à-dire on se dirige vers un futur de 9 milliards d'habitants sur la planète, et il va falloir cohabiter de façon harmonieuse. Les 2 tiers des populations vont se concentrer dans les grandes mégapoles, hein, c'est des processus qui sont à l'œuvre en ce moment, et vous le savez tous, on dirige vers aussi la fameuse singularité écologique, c'est-à-dire une catastrophe d'ordre mondial vers laquelle on dirige, vers laquelle on va droit devant. En attendant que nous puissions migrer, faire la panspermie terrienne dans les grandes nefs vaisseaux-mondes stellaires qui sont en train de se mettre en place pour aller explorer l'espace et quitter la Terre, quitter ce piège qui est devenu la Terre aussi par notre faute, nous allons devoir apprendre à coexister dans des grandes cités, smart cities, concentrationnaires, écologiques. Et ce qui va nous sauver, c'est ça. C'est le cyberespace, c'est-à-dire qu'en même temps que nous sommes nous dirigeons vers là, nous sommes en train de créer, d'ouvrir les frontières de l'infini du cyberespace, qui sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiqué que les ébauches que nous décrivons là actuellement. Et surtout,
l'analogie que je vais vous faire pour bien comprendre le concept, c'est que... Très rapidement, Yann, parce qu'on a dépassé le temps. Je vais vite, je reviens, c'est Marshall McLuhan. C'est qu'est-ce qui a permis d'empiler des millions de gens dans des univers urbains médiocres? C'est la télévision. Tout le virtuel actuellement, c'est les prémices de la télévision du futur qui va nous permettre de survivre dans le futur ultra-concentrationnaire vers lequel on se dirige et que j'attends avec impatience. Moi, je le vois de façon positive. Évidemment, c'est un peu cauchemardesque. Morgane, quelle est ta vision pour le futur de l'amour? Ou ton souhait, comme tu préfères? Très simplement, que nous nous reconnections les uns avec les autres de manière pure, absolue, honnête, et face à tout cet avenir dystopique qui s'annonce, je pense que c'est notre seule voie de survie et qu'il va falloir la dompter. Marilou, même question. Alors moi je pense qu'on va inventer de plus en plus de dispositifs un peu dans le ton ancienne pour réussir à vivre nos fantasmes de manière virtuelle et nous satisfaire d'une autre manière. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais. Acceptons ça et forgeons ces outils à notre image en laissant quand même une part à l'affection, à la tendresse et au corps. Merci à tous les trois. Donc je rappelle, Yann-Min, cyber-explorateur, vous pouvez notamment découvrir son travail à travers la web-série d'Arte Cyberlove, donc, par laquelle nous avons d'ailleurs découvert avec Anna son travail. Vous tapez Yann-Min sur Internet. Et on tape Yann-Min sur Internet. Et moi qui apparaît, j'ai éliminé tous les autres. Et il n'y a que lui qui apparaît. Voilà, donc nous vous invitons évidemment à découvrir son travail. Morgane Hortin, merci. Donc le compte @amour_solitaire, le tout au pluriel pour l'Instagram. Amour solitaire en librairie, le tome 2 qui sort le 30 octobre. Marilou Poncin, vous pouvez découvrir son travail immédiatement dans l'exposition Futures of Love. Et on a été très heureux de vous accueillir tous les trois. Et on se retrouve dans 5 minutes pour la 3e conversation de cette journée qui s'appelle Self-Obsessed Love, amour et culture selfie. À tout à l'heure et merci encore à vous trois. Mais non, c'est toujours intéressant. Ça va, merci. Bon, à tout de suite. Oui, à tout de suite.